Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19:45 ans, voici les titres. Hausse du prix de l'électricité, inévitable selon le directeur général de Sénélec. La mesure en vigueur dès le 1er décembre se justifie par la diminution de la subvention de l'État. Heureux comme les 600 000 ménages qui ne seront pas touchés par la hausse. Timis Corporation, la compagnie du célèbre homme d'affaires Frank Timis face à la justice sénégalaise. Son représentant entendu ce mardi par le juge d'instruction. On l'entendra, David Lekki rejette toute implication de sa société dans l'affaire Petrotim. Pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles et contre la hausse de la facture de courant, Arline Bock remet le fer au feu. La plateforme appelle à une opposition farouche à la politique du gouvernement. Incroyable mais vrai, aux États-Unis, des innocents privés de liberté durant 36 ans. La justice américaine acquitte 3 hommes noirs qui ont passé 36 années de leur vie en prison, condamnés à vie pour un crime jamais commis. Et puis, image ITV d'un incendie mystérieux, Villa 5, une maison qui brûle en permanence sans raison connue pour le moment. Nous y avons fait un tour à la zone B, à voir en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Avant tout, l'arrivée ce soir de la dépouille de Colette Senghor née Hubert. Le corps est attendu à 21h40 par vol commercial en provenance de Paris. L'épouse de feu, le président Léopold Sédar Senghor, est décédée le 18 novembre dernier à Verson, en Normandie, à l'âge de 94 ans. Colette Senghor était la seconde épouse du premier président du Sénégal et de ce fait la première dame de la République. Son inhumation est prévue jeudi à Dakar au cimetière de Bel-Air où repose son époux. Décédé le 20 décembre 2001, Khalifa Diakhaté sera tout à l'heure sur cette antenne pour les premières images du retour de Colette Senghor dans son pays d'adoption. Une toute autre actualité, le prix de l'électricité connaîtra bien une augmentation dès le 1er décembre prochain. La direction générale de Sénélec l'a confirmé ce matin. Pour s'en expliquer, la hausse est consécutive à la décision du gouvernement de réduire sa subvention à la Société nationale d'électricité. Sénélec avait demandé une hausse de 26% pour combler ce manque à gagner, mais l'État ne va supporter que les 20%, d'où le gap de 6% répercuté sur la facture de courant. Précision du directeur général de la Sénélec, tous les clients ne sont pas concernés par cette hausse. Omar Khan, Cheikhou Gaye pour le compte-rendu. La commission de régulation du secteur de l'électricité l'avait annoncé. Aujourd'hui, la Sénélec l'a confirmé. Les factures d'électricité connaîtront une hausse à partir du 1er décembre 2019. Une hausse qui, si l'on en croit le directeur de la Sénélec, n'est pas généralisée. D'autant plus que plus de la moitié des clients de la Sénélec ne sera pas touchée par cette hausse. Les ménages à faible revenu, qui représentent 50% de cette clientèle, ne connaîtront pas de hausse. Ça veut dire 611 203 ménages ne verront pas leur facture d'électricité connaître une hausse. 300 000 clients domestiques auront une hausse de 2,7%. Quand on cumule ces deux rubriques, on a donc 87% de cette clientèle qui a une hausse maximum de 3%. Les autres ménages connaîtront une hausse entre 7 et 10% après la baisse de 10% qui leur a été opérée en 2017. Une augmentation tarifaire qui, au départ, devait s'élever à 26% pour combler le manque à gagner de la Sénélec. Pour le trimestre commençant le 1er avril 2019, le manque à gagner par Sénélec est de 12 milliards, correspondant à une hausse
de 26,3%. Et lorsque Senelec a sollicité la commission de régulation, cette dernière a saisi l'État pour lui demander est-ce qu'il faut appliquer la hausse de 26,3% à la clientèle ou bien l'État va prendre une partie. Le gouvernement a accepté de prendre en charge les 20% de la hausse, ne répercutant que les 6% en moyenne à cette clientèle. Et ces 6% constituent aujourd'hui une contribution de 2 milliards de la clientèle sur les 12 milliards attendus. Et l'État va encore verser à Senelec les 10 milliards de reliquats. Malgré cette hausse, l'État du Sénégal va donc continuer à subventionner la Société nationale d'électricité, une subvention qui a dépassé les 300 milliards ces 3 dernières années. Et pour rappel, le directeur général de Senelec, Pape Demba Bitèye, faisait face aux journalistes ce matin. Une opposition farouche, c'est justement l'appel de la plateforme Aar-Li-Ñu-Bokk après la hausse du prix de l'électricité début décembre. L'organisation s'en prend également au gouvernement pour sa gestion des ressources naturelles. Des manifestations se tiendront si toutefois, d'après la plateforme, le dossier Petro-Tim déjà en instruction n'est pas traité avec transparence par la justice sénégalaise. Aar-Li-Ñu-Bokk était en conférence de presse. Abdourahmane Ly, Augustin Mandan. La plateforme Aar-Li-Ñu-Bokk ne compte pas baisser la garde. En témoigne cet appel à manifester adressé aux populations suite à la hausse annoncée du prix de l'électricité. Convaincu que le gouvernement n'aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix de l'électricité s'il avait géré les permis d'exploration de pétrole et de gaz de manière avantageuse pour le pays, Aar-Li-Ñu-Bokk invite les citoyennes et citoyens sénégalais à s'opposer farouchement à toute hausse du prix de l'électricité. La gestion des ressources naturelles, la principale visée de cette plateforme qui a toujours les yeux rivés sur ce fameux dossier Petro-Tim. Pour l'heure, les membres de Aar-Li-Ñu-Bokk s'attendent à un traitement juste et équitable du dossier. La plateforme prend ainsi acte du démarrage des auditions par le doyen des juges. Elle invite à agir d'une manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui seront rendus coupables d'actes de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz. Elle rejettera de façon catégorique toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable. Un combat qui va se poursuivre avec de nouvelles stratégies qu'il compte mettre en œuvre. Bâti autour de 3 points. Remobiliser et réengager les membres fondateurs et ouvrir la plateforme à d'autres organisations afin d'avoir plus de ressources humaines pour intensifier ces combats. Prendre en charge à travers les structures régionales et départementales de Aar-Li-Ñu-Bokk les préoccupations et besoins exprimés par les populations dans les différentes localités du pays. Élargir le combat de Aar-Li-Ñu-Bokk aux questions touchant directement la vie quotidienne des Sénégalais. Au terme de ce face-à-face avec la presse, la plateforme Aar-Li-Ñu-Bokk a informé du renouvellement de ses instances. À la tête de la coordination désormais, Guy Marius Sagna et Ndeye Fatou Blondin Diop. Et ceci pour 6 mois. Dans l'affaire Petro-Tim, Franck Timis, à travers sa société Timis Corporation, nie tout acte répréhensible dans le scandale supposé du pétrole au Sénégal. Le représentant des intérêts de la compagnie dirigée par l'homme d'affaires franco-roumain a été auditionné aujourd'hui à Dakar par le magistrat instructeur Samba Sall. Écoutons David Leki à sa sortie du bureau du juge. En ma qualité de représentant de Timis Corporation, je suis chargé de faire la déclaration suivante de la part de Timis Corporation. Timis Corporation sont très heureux d'avoir eu l'occasion de répondre en tant que témoin aux questions posées par Samba Sall, le doyen des juges, dans le cadre de l'enquête Petro-Tim. Nous avons eu
un échange très constructif. Timis Corporation tenant à souligner à nouveau que Timis Corporation n'a commis aucun acte répréhensible en ce qui concerne l'objet de la présente enquête. Le torchon brûle au sein du parti au pouvoir. À l'APR, Djibril War accuse Moustapha Diakhaté de détournement. D'après le député, 600 millions de nos francs destinés aux députés de la majorité ont été distraits par l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Maître War a fait ses révélations dans le quotidien Walfadjri du jour. Les détails avec Ibrahima Kamara. Maître Djibril War accuse son ex-collègue de député et ancien compagnon d'infortune Moustapha Diakhaté d'avoir détourné 600 millions de francs CFA. Le député de l'APR avance que Moustapha Diakhaté doit se taire car, en sus de son salaire de député de 3 millions de francs CFA, l'ex-ministre conseiller de Macky Sall a fait main basse sur des fonds du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar d'un montant de 10 millions par mois, ce qui fait au total 600 millions de francs CFA, a révélé Maître Djibril War dans Walf Quotidien. Ces faits datent de la période pendant laquelle Moustapha Diakhaté était président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Joint au téléphone, Maître War n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Moustapha Diakhaté, quant à lui, est resté injoignable depuis ce matin. Justement, des tentatives vaines pour recueillir la version de Moustapha Diakhaté. Pour rappel, il a été limogé récemment de ses fonctions de ministre conseiller du chef de l'État. Les 6 pêcheurs disparus à Thiaroye-sur-Mer, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime en visite chez les familles restées sans nouvelles depuis plusieurs jours. Alioune Ndoye a tenté de les rassurer en rappelant les efforts de l'État de retrouver tous les disparus. Une enveloppe d'argent a été remise aux pêcheurs de Thiaroye pour qu'ils puissent participer eux aussi aux recherches. Le ministre de la Pêche réagit. Nous étions venus là avec toutes les directions impliquées du ministère des Pêches et de l'Économie maritime pour d'abord venir en tout cas rassurer nos parents de Thiaroye pour leur confirmer que depuis que l'État est informé de cette situation, aucun moyen n'est laissé en rade pour essayer de retrouver nos pêcheurs en mer et que les recherches se poursuivent et nous avons bon espoir de pouvoir retrouver nos parents qui sont actuellement en mer. Donc c'était surtout rassurer nos parents, nos amis de Thiaroye, que l'État n'a pas abandonné les recherches et que nous sommes en train de mobiliser les différents moyens disponibles, aussi bien au niveau de la Marine nationale, aussi bien que dans nos relations avec les autres pays, pour essayer de retrouver en tout cas nos pêcheurs en mer. L'actualité à l'UCAD ce soir, c'est cette fois-ci la colère des travailleurs contre les étudiants. Un travailleur a été séquestré. Ses collègues interpellent la direction du Centre des œuvres universitaires. Pour éviter le pire, les travailleurs ont décrété 24 heures de grève. Écoutez leur secrétaire général Salif Fall. Il s'est trouvé que les étudiants étaient en mouvement et ils ont vandalisé, voire même frappé des travailleurs à qui nous sommes censés défendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons appelé en Assemblée générale l'ensemble des travailleurs du COUD pour faire signifier dans un premier temps et faire témoigner à l'opinion publique nationale et internationale, prendre en témoin l'État du Sénégal et le gouvernement du Sénégal, que nous, notre sécurité aujourd'hui est menacée. Nous sommes 1028 agents contre 100 000 étudiants. Alors, on ne saurait dire qu'il y a une guerre entre nous et eux. Les étudiants sont nos enfants. Dans la société africaine, un enfant ne frappe pas son papa. Nous sommes là pour faire le travail, pour leur faire manger, pour les nourrir, pour les soigner, pour les laver. Et ils nous frappent lorsqu'ils ont du mal avec l'administration. Et de surcroît, nous prenons en témoin, nous prenons en témoin la direction du COUD de prendre toutes ses responsabilités parce que la sécurité des agents du COUD dépend de la direction du COUD, en l'occurrence le directeur du COUD. Pèlerinage à la Mecque maintenant. La délégation générale a sollicité la compagnie Air Sénégal pour convoyer les pèlerins en 2020. La réponse de la compagnie nationale est encore attendue. Cette nouvelle est bien appréciée en tout cas par beaucoup de Sénégalais, notamment les personnes qui ont eu l'occasion d'effectuer le Hajj. Ils espèrent que le tarif des billets sera revu à la hausse. Alioune Gueye, Séléman Diallo signe ce reportage. Des anciennes pèlerines retrouvées à Gueule Tapée.
elles avaient l'habitude de prendre d'autres compagnies. Aujourd'hui, elles saluent l'initiative de l'État du Sénégal de solliciter Air Sénégal pour convoyer les pèlerins au lieu saint de l'islam. C'est une bonne initiative pour notre pays. Nous pourrons en bénéficier. Je salue la décision de l'État du Sénégal parce que cette compagnie va participer au développement du pays. Moi, je prenais d'autres vols, mais je pense que le choix de Air Sénégal est une bonne chose. Air Sénégal, c'est une décision à saluer. Je vais souvent au Maroc, mais les billets des autres compagnies sont chers. Lorsque j'ai demandé à Air Sénégal, les prix qu'ils m'ont donnés sont plus abordables. 320 000. Pour ce voyagiste, c'est largement dans les cordes de notre pays. Ce que les autres pays font, tels que Emirates, les autres compagnies, Emirates, mais si le Sénégal a les moyens, il peut faire autant. Parce qu'au Sénégal, il y a des compétences. On n'a pas besoin d'aller chercher des compétences. Hein, chaque année, on les verse des centaines de millions pour faire sortir ça du Sénégal. Mieux vaut que ces centaines de millions que les gens versent pour le voyage au pèlerinage, qu'on le verse au Sénégal, que ça reste au Sénégal. Par ailleurs, ils espèrent qu'avec l'arrivée de Air Sénégal, les tarifs des billets pour le pèlerinage à la Mecque pourraient être revus à la baisse. Il faut qu'ils essaient de diminuer les tarifs pour permettre à beaucoup de Sénégalais d'effectuer le pèlerinage. Espérons que Air Sénégal va diminuer les tarifs. Maintenant, le marché est direct pour Air Sénégal. Immédiatement, il faut qu'il abaisse un peu les prix. Si le choix porté sur Air Sénégal pour le pèlerinage 2020 se confirme, la compagnie nationale en tirerait certainement profit au-delà de la fierté nationale. Et le futur Hajj Khalifa Diakhaté me corrige, les personnes interrogées espèrent que le tarif des billets sera revu à la baisse. À l'étranger, la justice sur la sellette aux États-Unis, faire 36 ans de prison et se voir signifier que vous n'avez rien fait. C'est ce qui est arrivé à 3 hommes noirs qui viennent d'être innocentés après avoir passé 36 ans de leur vie dans les geôles. Ils avaient été condamnés à vie pour un crime qu'ils n'avaient en réalité pas commis. En RDC, ce sont au moins 36 personnes qui sont mortes après de fortes pluies la nuit dernière à Kinshasa. C'est un récit de Cheikh Hassan Affal. En République démocratique du Congo, au moins 36 personnes sont mortes après de fortes pluies dans la nuit du lundi au mardi à Kinshasa. Les victimes ont été entre autres emportées par des éboulements de terrain. Au moins 2 ponts se sont effondrés ainsi qu'une chaussée sur l'avenue qui mène à l'université dans la commune de Lemba. Les recherches continuent. Les dégâts matériels et humains sont énormes, informe le vice-gouverneur de la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des érosions et des effondrements de terrain à Kinshasa en janvier 2018 après une nuit de pluie diluvienne. Troisième ville la plus peuplée d'Afrique, la capitale congolaise compte quelques 10 millions d'habitants qui vivent souvent dans la précarité. En France, une cérémonie d'hommage national aux 13 soldats français tués au Mali aura lieu aux Invalides dans les jours à venir. C'est une assurance faite par Florence Parly, la ministre française des Forces armées, à l'occasion d'une conférence de presse au ministère de la Défense, quelques heures après l'annonce de la mort des 13 militaires dans la collision de 2 hélicoptères au cours d'une mission de combat. Elle informe par la même occasion qu'elle va se rendre prochainement à Gao et que la dite cérémonie sera présidée par le président Emmanuel Macron. Aux États-Unis, 3 hommes noirs innocentés après avoir passé 36 années de leur vie en prison, Alfred Chestnut, André Stewart et Ramson Watkins, avaient été condamnés à la prison à vie pour un crime qu'ils n'avaient en réalité pas commis.
Un tribunal de la ville de Baltimore a blanchi les 3 hommes du meurtre violent du jeune DeWitt Duquette. La procureure de Baltimore, Marlene Mosby, a pour sa part insisté sur le dédommagement des 3 hommes et s'est aussi excusée pour les erreurs judiciaires commises. Le meurtre de DeWitt Duquette, un adolescent blanc de 14 ans, remonte à 1983. Le jeune garçon avait été abattu au sein même de son école pendant le vol de son blouson. Accablé de tout part et faisant l'objet de pression accrue, les policiers en charge de l'enquête avaient vite fait de trouver le parfait bouc émissaire, à savoir Chestnut, Stewart et Watkins, 3 adolescents de race noire âgés à l'époque des faits de 16 ans à 17 ans. L'Amérique est aussi grande de ces faits insolites. Actualité sportive, match de football amical, Casa Sport de Ziguinchor, Real de Banjul, interrompu bien avant la fin du temps réglementaire. L'insuffisance de l'éclairage en est la cause, alors que le Casa menait par 3-0. Réaction du coach adjoint du club ziguinchorois, Ansou Djedjou, au micro de Daouda Sambo. Sur le plan mental, l'équipe est au point parce que durant toute la préparation, nous avons eu des différentes facettes dans une compétition. On a mené, on ne nous a pas rattrapé. On nous a mené, nous sommes revenus au score. N'est-ce pas? On nous a mené, nous sommes revenus, on nous a dépassé l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils ont un mental où ils peuvent revenir au score. Ils ont un mental où ils peuvent garder le score. Donc je pense que sur le plan mental, ils sont fin prêts. Non, ça peut être un avantage dans un certain match et dans d'autres matchs, ça peut être un handicap. C'est pourquoi on est en train de prendre toutes les dispositions pour les préparer dans ce sens-là, pour qu'ils comprennent que c'est vrai, on dit qu'ils sont des jeunes, mais la jeunesse c'est quoi? C'est la pratique. Quand vous pratiquez, vous ne devenez plus jeune. Quand vous faites 4-5 matchs, vous n'êtes plus jeune. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est en train de travailler pour les préparer vraiment à pouvoir gérer cette situation-là. Oui, je pense que l'appel, elle est évidente. Du moment où nous avons démarré un match, tu n'as pas eu faim. Je pense que l'appel est déjà là. Je pense que toute la population de la Casamance saura que le Casa Sport a démarré un match et il n'a pas été nécessairement. Pourquoi? Parce que la lumière, elle n'est pas au rendez-vous. C'est un appel qui est déjà lancé. On n'a pas besoin de mettre encore d'autres mots. Je pense que là, avec vous, votre communication, je pense que les gens vont comprendre qu'il est urgent de trouver une solution par rapport à la lumière. Le sport au sud du pays, c'est aussi le Navetan à Kolda. Saré Keita est sacré champion de la zone 1 devant l'ASC Diamono de Saré Sambassane, une finale qui s'est jouée au tir au but. À côté du jeu, il y a le souci du parrain de l'événement de sortir les jeunes de Kolda de l'inactivité. ITV Kolda, Seydou Diata. Tous les chemins ont mené à Saré Keita au sud de la commune de Kolda ce week-end pour les besoins de la finale de la zone R1 de l'Odegam de Kolda. Finale disputée entre Saré Keita en bleu et blanc et l'ASC Diamono de Saré Sambassane en jaune. Au terme des 90 minutes sanctionnées par un score nul et vierge, Saré Keita s'est finalement adjugé le trophée par tir au but avec 6 tirs réussis contre 5. Tout est bien qui finit bien au plan organisationnel. On ne peut que dire qu'Alhamdoulilah, le renouveau avec l'Odegam de Kolda, le pouvoir revient aux ASC. Cela dit tout. Tout part des ASC, tout doit retourner aux ASC. Toute entrée, toute sortie doit être justifiée. C'est la transparence du début à la fin. Nous sommes très satisfaits de l'accompagnement de la presse, surtout ITV, iRadio. Vous êtes incontournable, que Dieu vous accompagne dans vos ambitions. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier le parrain qui est notre frère Tidjane Dabo, qui a dégagé les gros moyens pour au moins satisfaire la zone de R1 de Djoula-Colon. Dans cette zone, Saré Keita, il n'a jamais eu un ASC. Nos jours, on les partageait comme des gâteaux. Vraiment, ça fait... J'ai une joie énorme. Ce sentiment de joie et de fierté reste également éprouvé par le parrain et sa délégation avant d'inviter les jeunes au culte du travail. Je fais partie de cette belle région du Fouladou, de cette commune de Djoula-Colon. Et aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin. Donc c'est un honneur aujourd'hui d'être là, d'accepter aussi ce parrainage parce que je fais partie de cet terroir. Et ensuite, les Nathan, c'est fini. Maintenant, revenons à la réalité, c'est de travailler. Aux jeunesses également, donc d'être courageux encore, c'est important parce que impossible n'est pas coldois. Donc il faut toujours y croire. Les gens n'ont qu'à prendre le temps de revenir, aider les gens, surtout la petite catégorie. Moi, je lance un appel aussi avec le parrain aussi qui est là, Tidjane Dabo,
On lui demande encore de nous soutenir beaucoup notre école de football. Une finale est jouée, mais il reste encore beaucoup à travers le département où la structure compte 224 ASC répartis en 24 zones. C'est désormais la course contre la montre qui s'impose à l'Odegam. Ce fait insolite chez nous pour finir ce journal, une maison qui prend feu de façon bizarre. La Villa 5 de la zone B du point E brûle mystérieusement. L'origine de l'incendie est en effet inconnue pour l'instant. La psychose s'est emparée des habitants. Reportage signé Boubacar Barasso. La villa numéro 5 de la zone B au point E, communément appelée Villa Seydi Aboubakar Sy, vidée de ses habitants, des murs noircis par la violence des flammes. En 7 jours, cette maison a pris feu 8 fois de suite. Dans cette chambre, c'est le rideau qui a pris feu en premier avant que les flammes se propagent. Ensuite, le lendemain, la chambre d'en face a pris feu en commençant par la salle de bain. Le lundi, le mardi, le matelas a également pris feu. Des titres fonciers, du matériel informatique, du mobilier, tout a été consumé par les flammes, une perte inestimable. Je ne saurais évaluer les pertes, mais ma tante avait une nouvelle chambre à coucher d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, de même que des tissus et autres articles. Traumatisée par l'origine inconnue des incendies, la famille Faye décide alors de faire des récitals de Coran, mais en vain. Des vieux du quartier ont fait des récitals de Coran ici, mais ce même jour, la chambre de ma tante a pris feu. Les flammes étaient même beaucoup plus violentes. El Hadj Moussa Faye, propriétaire de la maison Seydi Aboubakar Sy, raconte comment les flammes ont eu raison de sa chambre. Désespéré, l'ancien intendant au lycée Blaise Diagne de Dakar remet tout entre les mains du bon Dieu. La femme de ménage m'a servi mon petit déjeuner. Après avoir bu 2 gorgées de mon café, j'ai constaté que la lessive qui était à côté prenait feu. Aujourd'hui âgé de plus de 100 ans et à la retraite, El Hadj Moussa Faye sollicite l'appui de toute bonne volonté afin de réfectionner sa maison qui lui sert de toit depuis 1940. Villa 5, il y a sûrement une raison à cet incendie à découvrir. Un peu d'air frais pour baisser la température au quartier zone B point E d'où nous émettons, immeuble Bellibousso, rue Kaolack, angle Fatick. Hier donc avec Sophie Abba, puis il nous inspire avec professeur Tsongde, Keno Askanui et enfin le direct de l'arrivée du corps de Madame Colette Senghor à l'AIBD. Ce sera avec Khalifa Diakhaté. Bonne suite de programme, très agréable soirée sur ITV.